Ma sœur a déballé une Porsche toute neuve à 130 000 € avec un énorme nœud argenté. J'ai reçu un porte-clés à 2 €. Maman a dit, sois humble. C'est juste comme ça. À 3 heures du matin, j'ai abandonné mon cadeau et je suis partie. Au matin, maman a pété les plombs. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon départ n'était que le début de sa fin. Ce que j'allais découvrir dans les jours suivants n'était pas seulement une histoire de favoritisme, c'était un crime qui allait détruire notre famille pour toujours. Avant de plonger dans cette nuit glaciale qui a changé ma vie, je voudrais savoir qui est avec moi en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. J'adore imaginer que nous sommes connectés à travers le monde, unis contre l'injustice. Il était 3 heures du matin. Le silence dans la maison de mes parents, située sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, était absolu, presque oppressant. Dehors, la neige tombait à gros flocons, étouffant les bruits de la ville endormie, recouvrant le monde d'un manteau blanc faussement innocent. Je me tenais debout au milieu du salon, seul, dans la pénombre, éclairé uniquement par les lumières clignotantes du sapin de Noël qui semblait me narguer. Dans ma main droite, je serrais un petit objet en plastique dur, aux arêtes tranchantes. Un porte-clés. Une tour Eiffel miniature en plastique doré, avec encore son étiquette orange fluo collée dessus, 2 €. Je tournai la tête vers la grande baie vitrée qui donnait sur l'allée du garage. Elle était là. La bête. Une Porsche Cayenne blanche nacrée, immense, imposante, garée de travers comme pour affirmer sa domination sur l'espace. Le lampadaire de la rue faisait scintiller la carrosserie, surtout, ce ridicule nœud argenté géant posé sur le capot. Elle ressemblait à un trophée. Le trophée de ma sœur, Coralie. Mon nom est Sandrine. J'ai 28 ans. Je suis expert comptable. Je gère des audits financiers pour des entreprises pesant des millions d'euros. Je suis propriétaire de mon appartement, je paie mes factures, mes impôts, et je n'ai jamais demandé un centime à mes parents depuis mes 18 ans. J'ai construit ma vie pierre par pierre, dossier après dossier, nuit blanche après nuit blanche. Je pensais que cette indépendance, cette force, finirait par m'attirer le respect de ma famille. Je pensais que si je devenais parfaite, si je ne demandais rien, ils finiraient par m'aimer pour ce que je suis. Quelle idiote j'ai été. Cette nuit-là, en regardant ce porte-clés à 2 € dans ma main, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas un simple craquement. C'était un effondrement. Comme un vieux barrage qui cède sous la pression d'une eau toxique accumulée pendant des décennies. Ce n'était pas à propos de l'argent. Je peux m'acheter mes propres porte-clés. Je peux même m'acheter ma propre voiture si je le souhaite. Non, c'était le message. Le symbole. Ce porte-clés n'était pas un cadeau. C'était une insulte. C'était une façon pour ma mère, Martine, de me dire sans prononcer les mots, tu ne vaux rien. Ta sœur vaut 130 000 €. Toi, tu vaux la monnaie qu'on trouve au fond d'une poche. J'ai regardé autour de moi, ce salon bourgeois avec ses meubles anciens que ma mère astiquait religieusement, ces rideaux de velours lourd qui sentaient la naphtaline et l'hypocrisie. J'avais passé mon enfance à essayer de ne pas déranger l'ordre de cette pièce, à marcher sur la pointe des pieds, à être la fille sage, la fille invisible. Mais ce soir, l'invisible allait devenir inoubliable. Je sortis une feuille de papier du bloc-notes de mon père qui traînait sur le guéridon. Ma main ne tremblait pas. Au contraire, je n'avais jamais senti mes doigts aussi fermes, aussi précis. J'écrivis quelques mots. Pas de long discours, pas de justification larmoyante. Juste la vérité brute. Je posai la note bien en évidence au centre de la table basse en chêne massif. Et par-dessus, comme un presse-papier grotesque, je posai le porte-clés Tour Eiffel. Le plastique toqua contre le bois avec un bruit sec. Tac. C'était le son de ma liberté. Je pris ma valise, que je n'avais même pas défaite, tant mon instinct m'avait hurlé dès mon arrivée que je ne resterais pas longtemps. J'enfilai mon manteau, attrapai les clés de ma Peugeot 208, une voiture que j'avais payée moi-même, chaque mensualité, avec fierté, et je me dirigeai vers la porte d'entrée. Avant de sortir, je jetai un dernier coup d'œil vers l'escalier qui menait aux chambres. Je pouvais presque entendre les ronflements satisfaits de ma mère, dormant du sommeil du juste, persuadée d'avoir été une mère équitable. Je pouvais imaginer Coralie dans son lit, rêvant probablement de sa prochaine story Instagram au volant de son nouveau jouet. Adieu, murmurai-je dans le silence glacé. J'ouvris la porte et l'air froid de l'Auvergne me gifla le visage.
C'était une douleur bienvenue. C'était réel. C'était vivant. Je marchais vers ma voiture, mes bottes crissant sur la neige fraîche. Je passais à côté de la Porsche. Elle était obscène dans sa démesure. J'eus une envie folle de donner un coup de pied dans la portière, de rayer cette peinture parfaite avec mon porte-clés minable. Mais je me retins. Non. Ce serait leur donner raison. Ce serait devenir la folle, la jalouse, le rôle qu'ils m'avaient attribué depuis ma naissance. Ma vengeance serait différente. Ma vengeance serait froide, calculée et absolue. Je montai dans ma voiture. Le moteur démarra avec un grondement rassurant. Je ne savais pas encore exactement où j'allais, mais je savais une chose, je ne reviendrai jamais dans cette maison en tant que victime. Alors que je m'éloignais dans la nuit noire, les phares de ma voiture découpant l'obscurité, je ne savais pas encore que mon départ allait déclencher une réaction en chaîne. Je ne savais pas que ce simple geste de rendre un cadeau allait déterrer des secrets si sombres qu'ils pourraient nous envoyer tous devant un tribunal. Mais pour l'instant, tout ce que je ressentais, c'était la brûlure de l'injustice et la peur du vide. Pour comprendre pourquoi j'en suis arrivé là, il faut remonter le temps. Pas très loin. Juste 12 heures en arrière. J'avais quitté Lyon en début d'après-midi, le cœur déjà lourd d'une appréhension familière. On appelle ça la boule au ventre. Ce mélange d'anxiété et de tristesse qui saisit tous les enfants mal aimés lorsqu'ils retournent vers le nid familial. La route vers Clermont-Ferrand était grise, monotone, à l'image de mon humeur. Quand je suis arrivé devant la grande maison familiale, il était 18 heures. Les décorations extérieures étaient, comme toujours, impeccables. Ma mère, Martine, vivait pour le regard des autres. Il fallait que les voisins sachent que chez les Bernard, on avait du goût, on avait de l'argent, on était une famille unie. Si seulement les murs pouvaient parler, ils auraient hurlé une toute autre histoire. Je sonnai. C'est ma mère qui ouvrit. Elle portait une robe en velours vert émeraude, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, ses lèvres peintes d'un rouge agressif. « Ah, Sandrine. Tu es là, dit-elle sans sourire, en s'écartant pour me laisser passer. Elle ne m'embrassa pas. Elle me scanna de la tête aux pieds avec ce regard laser que je redoutais tant. « Bonjour maman. Joyeux Noël. Tu as l'air fatiguée, lâcha-t-elle immédiatement. Et ce manteau? C'est toujours le même que l'année dernière? Tu gagnes bien ta vie pourtant, non? On dirait que tu vas à l'enterrement de quelqu'un, pas à une fête de Noël. » Le ton était donné. En moins de 30 secondes, j'étais redevenue la petite fille maladroite, mal habillée, décevante. « C'est un manteau en laine de très bonne qualité, maman, répondis-je calmement en posant mon sac. « Mouais. Regarde ta sœur, elle fait un effort. » Coralie apparut en haut de l'escalier. Ma petite sœur. 25 ans. L'enfant doré. Elle portait une robe à paillettes argentées qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, et un gilet en fausse fourrure blanche immaculée. Elle tenait son téléphone à la main, se filmant en mode selfie. « Hey Sandrine !» lança-t-elle sans lever les yeux de son écran. « Attends, ne bouge pas, je fais une story. » Ma sœur la comptable vient d'arriver, ambiance sérieuse activée. Dièse Noël en famille # retrouvailles. Elle éclata d'un rire artificiel, celui qu'elle réservait à ses 12 000 abonnés, dont la moitié étaient probablement des robots achetés. Elle ne descendit même pas pour me faire la bise. Le dîner fut une épreuve d'endurance. Nous étions assis autour de la table dressée avec la porcelaine de Limoges. Huîtres, foie gras, saumon fumé. Tout était délicieux, mais tout avait le goût de la cendre dans ma bouche. Mon père, Bernard, était assis en bout de table. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs, voûté, le regard fuyant. « Alors, Sandrine, le travail ? » « Ça se passe bien ?» demanda-t-il timidement en me passant le pain. « Très bien, papa. J'ai été promu responsable audit le mois dernier. Je gère maintenant une équipe de 10 personnes et Coralie a perdu 1 kilo cette semaine. » Coupa brutalement ma mère, sa voix couvrant la mienne comme si je n'avais pas parlé. « C'est incroyable, non ? Avec ce nouveau régime à base de jus de céleri. Tu te rends compte, Bernard ? Elle est magnifique. » Je me tue. Ma promotion, mes 60 heures de travail par semaine, mes succès, tout cela n'existait pas face au tour de taille de Coralie. « C'est dur, tu sais, soupira Coralie en piquant une huître.
Être influenceuse, c'est une pression constante. Les gens attendent la perfection. Sandrine, tu as de la chance d'avoir un travail de bureau ennuyeux où personne ne te regarde. Moi, je suis une marque. Je suis une image publique. C'est vrai ma chérie, approuva ma mère en lui versant du vin. Tu es tellement courageuse. Sandrine ne pourrait pas comprendre, elle est trop, terre à accent grave terre. Trop rigide. Je serrai ma fourchette si fort que mes jointures devinrent blanches. L'influence, c'est un vrai métier, maman ? Demandai-je, ne pouvant m'empêcher une pointe de sarcasme. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, c'est papa et toi qui payiez son loyer, ses courses et ses séances de shopping. Le silence tomba sur la table. Un silence froid, lourd. Ma mère posa son verre avec un bruit sec. Sandrine, ne sois pas jalouse. Ce n'est pas parce que ta sœur a des rêves artistiques et ambitieux que tu dois être aigrie. Elle traverse une période difficile avec sa rupture avec Thomas. Elle a besoin de soutien, pas de tes jugements de comptable radine. Je ne suis pas radine, je suis réaliste. Assez. Trancha mon père, mais sa voix manquait d'autorité. C'est Noël. On ne se dispute pas. Je baissai les yeux vers mon assiette. J'avais 28 ans, j'étais une femme accomplie, respectée par mes pairs, et pourtant, à cette table, je n'étais rien. Juste un spectateur nécessaire au spectacle de Coralie. Juste un miroir terne pour faire briller l'or de ma sœur. Je ne savais pas encore que le pire restait à venir. Ce dîner n'était que l'échauffement avant l'exécution publique qui m'attendait au pied du sapin. Après le dessert, une bûche glacée que ma mère avait achetée chez le meilleur pâtissier de la ville mais dont elle s'attribuait presque le mérite, nous sommes passés au salon pour l'ouverture des cadeaux. C'était le moment que je redoutais le plus. Depuis mon enfance, Noël était le baromètre de l'amour maternel, et les prévisions étaient toujours orageuses pour moi. Coralie s'installa sur le tapis moelleux, au centre de la pièce, telle une reine attendant ses offrandes. La pile de cadeaux à son nom était une architecture complexe et intimidante. Des paquets de toute taille, emballés dans du papier argenté et doré, avec des rubans de soie. À côté, dans un coin sombre sous une branche basse du sapin, gisaient 2 petits paquets mal emballés avec mon nom griffonné dessus au feutre noir. La disparité était si flagrante qu'elle en devenait comique. C'était une caricature de favoritisme. « Ouvre les tiens d'abord, ma chérie. » Gloussa ma mère en direction de Coralie, son téléphone déjà braqué pour filmer. Coralie ne se fit pas prier. Le premier paquet contenait un sac à main Louis Vuitton. Un modèle récent, je le savais, je l'avais vu dans les magazines. Valeur estimée, 2500 €. Oh mon Dieu! Maman! Il est sublime! Hurla Coralie en prenant la pose avec le sac. Merci, merci, merci. Le deuxième paquet, un coffret complet de produits de beauté la mère crème, sérum, lotion. Valeur, au moins 800 €. Le troisième, le dernier MacBook Pro. Valeur, 3000 €. Le quatrième, une carte cadeau de 1000 € pour les Galeries Lafayette. La liste continuait. Des bijoux, des bottes de créateur, un week-end spa de luxe. À chaque ouverture, ma mère rayonnait, absorbant la joie de Coralie comme si c'était la sienne. Mon père restait assis dans son fauteuil, un verre de cognac à la main, le regard vague. Il ne regardait pas la scène. Il regardait le feu dans la cheminée, comme s'il cherchait à y voir son âme brûler. « À toi Sandrine !» lança finalement ma mère, une fois que Coralie eut épuisé sa montagne de trésors. Je m'avançai. Je pris le premier paquet mou. Je déchirai le papier journal, oui, du papier journal, même pas du papier cadeau. À l'intérieur, un lot de 6 paires de chaussettes en laine grise. L'étiquette du supermarché était encore dessus. Promo 3+1 gratuit. C'est pratique, dit ma mère. Tu te plains toujours d'avoir froid aux pieds dans ton appartement à Lyon. Et c'est de la laine mélangée, ça ne gratte pas trop. Je pris le second paquet. Une boîte rectangulaire. C'était une boîte de chocolat d'une marque générique. La boîte était un peu écrasée sur un coin et recouverte d'une fine couche de poussière. Je regardais discrètement la date de péremption au dos, à consommer de préférence avant le novembre 2023. Nous étions en décembre 2025. Ces chocolats avaient 2 ans. Elle les avait probablement trouvés au fond d'un placard en cherchant les décorations de Noël. Merci, dis-je.
Ma voix était neutre. J'avais appris à ne rien montrer. Si je montrais de la déception, j'étais ingrate. Si je pleurais, j'étais hystérique. On a dû faire attention cette année, expliqua ma mère en lissant sa jupe. L'inflation, le coût de l'énergie. Tu sais ce que c'est. Et puis, toi, tu gagnes très bien ta vie. Tu peux t'acheter ce que tu veux. Coralie n'a pas cette chance. Elle se lance dans la vie, elle a besoin d'équipements pour réussir. C'est un investissement pour son avenir. Un investissement. Un sac Louis Vuitton était un investissement. Des chocolats périmés étaient ma part de l'héritage affectif. Je comprends, maman. C'est très gentil. J'avais envie de hurler. J'avais envie de prendre les chocolats moisis et de les jeter dans le feu. Mais je restais calme. Je pensais que c'était fini. Je pensais avoir survécu à l'humiliation annuelle. Je me disais, allez, encore quelques heures, demain matin tu pars, et tu ne reviens pas avant Pâques. Mais je me trompais. Le spectacle n'était pas fini. C'était juste l'entracte. Ma mère se leva soudainement, les yeux brillants d'une excitation fébrile. Elle frappa dans ses mains comme une enfant. Attendez. Il reste une surprise. La plus grosse surprise. Elle se tourna vers Coralie. Ma princesse, mets ton manteau. Il faut sortir. Le Père Noël a laissé quelque chose de trop gros pour passer par la cheminée. Mon cœur cessa de battre un instant. Je vis mon père se ratatiner dans son fauteuil. Il savait. Il savait ce qui allait arriver et il n'avait rien fait pour l'empêcher. Sa lâcheté me fit plus mal que la méchanceté de ma mère. Nous nous dirigeâmes vers l'entrée. Je mis mes bottes lentement, comme si je marchais vers l'échafaud. Je ne savais pas ce qui m'attendait dehors, mais mon instinct me criait de fuir. L'air extérieur était glacial, mais l'atmosphère électrique créée par ma mère semblait faire fondre la neige autour d'elle. Elle guida Coralie vers l'allée du garage, lui couvrant les yeux avec ses mains manucurées. Attention, 1, 2, 3. Ouvre. Coralie ouvrit les yeux et poussa un cri qui dut réveiller tout le quartier. Un cri perçant, animal, un mélange d'hystérie et de triomphe. Devant nous, sous la lumière crue du lampadaire, trônait la Porsche Cayenne. Elle était massive, luxueuse, intimidante. Un monstre de technologie et de statut social. Le genre de voiture que conduisent les footballeurs ou les PDG du CAC 40. Pas une chômeuse de 25 ans qui vit chez ses parents. C'est pour moi? C'est vraiment pour moi? Octa Coralie en se jetant au cou de ma mère. Oui ma chérie. Pour ton nouveau départ. Tu mérites le meilleur. Avec ça, tu vas conquérir le monde. Tu vas pouvoir aller à tes rendez-vous, faire tes shootings. C'est ta liberté. Mon père restait en retrait, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, le regard fixé sur ses chaussures. Je m'approchai de lui. Je tremblais, non pas de froid, mais de choc. Papa? Murmurai-je. Une Porsche? Sérieusement? Vous avez dépensé 130 000 € pour une voiture? Il ne répondit pas. Il sortit une main de sa poche et me tendit un petit paquet, enveloppé maladroitement dans du papier journal, tout comme mes chaussettes. C'était minuscule. Tiens, dit-il, la voix rauque. C'est de ma part. Enfin, ta mère a choisi, mais, tiens. Je pris le paquet. Mes doigts étaient engourdis. Je déchirai le papier. Le porte-clés Tour Eiffel. Je le fixai. Je le retournai. L'étiquette orange, 2 € brillait sous le clair de lune. Le contraste était si violent, si absurde, que j'eus un moment de vertige. À ma gauche, une voiture de luxe au prix d'un appartement. Dans ma main, un bout de plastique qu'on achète à la sauvette sous la pluie à Paris. Je relevai la tête. Ma mère s'était détachée de l'étreinte de Coralie et me regardait, un sourire satisfait sur les lèvres. Elle attendait ma réaction. Elle voulait voir ma douleur. Elle s'en nourrissait. Maman, dis-je, ma voix étonnamment forte dans la nuit silencieuse. C'est une blague? Quoi? Fit-elle innocemment. Ça. Je levai le porte-clés. Et ça. Je pointai la Porsche. Tu ne vois pas. Le problème?
Son sourire disparut instantanément, remplacé par ce masque de froideur que je connaissais trop bien. Il n'y a aucun problème, Sandrine. Pourquoi dois-tu toujours tout gâcher? Pourquoi es-tu toujours aussi matérialiste? Matérialiste? Moi? Tu viens d'offrir une voiture de luxe à Coralie et tu me donnes un porte-clés à 2 euros, et c'est moi la matérialiste? Elle s'avança vers moi, ses yeux lançant des éclairs. Écoute-moi bien. Ta sœur n'a rien. Elle n'a pas de travail, pas de maison, pas de mari. Elle est fragile. Elle a besoin de ce coup de pouce pour se construire une image, pour avoir confiance en elle. Toi? Tu as tout. Tu as ton appartement à Lyon, ta carrière, ton salaire confortable. Tu n'as besoin de rien. Elle fit une pause, puis prononça les mots qui allaient sceller mon destin. Il faut savoir être humble, Sandrine. On donne à ceux qui ont besoin. C'est juste comme ça. L'équité, ce n'est pas l'égalité. La justice, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Et là, c'est juste. C'est équitable. Fair is fair. C'était à deux, je fais une pause ici. Je dois vous poser la question, car j'ai cru devenir folle à ce moment précis. Si votre mère vous regardait dans les yeux en vous disant que donner une Porsche à votre sœur et un porte-clés à vous est juste et équitable, que feriez-vous? Auriez-vous crié? Auriez-vous pleuré? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait? Dites-le moi en commentaire. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à trouver ça monstrueux. Je regardais ma mère. Je regardais mon père qui n'osait pas lever les yeux. Je regardais Coralie qui caressait le cuir des sièges de sa nouvelle voiture, indifférente à ma détresse. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Quelque chose en moi venait de mourir. L'espoir. L'espoir qu'un jour, il me verrait. L'espoir qu'un jour, je serais assez bien. C'était fini. Ils avaient fait leur choix. Et maintenant, je devais faire le mien. Tu as raison, maman, dis-je doucement. C'est très juste. Je comprends parfaitement. Je me retournai et rentrai dans la maison. Ils pensaient que j'étais vaincue. Ils pensaient que j'allais monter dans ma chambre et pleurer dans mon oreiller comme quand j'avais 12 ans. Ils avaient tort. Je ne montais pas pour pleurer. Je montais pour préparer ma sortie. Retour à 3 heures du matin. La maison était silencieuse. J'avais laissé le porte-clés et la note sur la table. Je vous rends votre justice. J'espère que ce porte-clés portera chance à Coralie. Adieu. Je montai dans ma Peugeot 208. Le moteur toussa un peu à cause du froid, puis démarra courageusement. Contrairement à la Porsche, ma voiture n'était pas un cadeau. Chaque pièce, chaque boulon, chaque litre d'essence m'appartenait. C'était mon véhicule, dans tous les sens du terme. Je sortis de l'allée en marche arrière, sans allumer mes phares tout de suite pour ne pas balayer les fenêtres de mes parents avec la lumière. Une fois dans la rue, j'accélérai. Je ne regardais pas dans le rétroviseur. Je savais que si je regardais cette maison une dernière fois, je pourrais vaciller. L'autoroute A89, qui relie Clermont-Ferrand à Lyon, est une route magnifique et dangereuse, surtout en hiver. Elle serpente à travers les montagnes du Massif central. Cette nuit-là, elle était déserte. J'étais seule au monde, enfermée dans ma bulle de métal et de verre, fendant la tempête de neige. Les premiers kilomètres, je conduisais en automate. Mes mains serraient le volant à 10h10. Mes yeux scannaient la route. Mais mon esprit était un champ de bataille. Pourquoi? La question tournait en boucle. Pourquoi me déteste-t-il? Que je fais de mal? Est-ce que j'ai été un bébé difficile? Est-ce que je ne suis pas assez jolie? Pas assez drôle? Des souvenirs affluèrent, tranchants comme des lames de rasoir. Mes 18 ans. Je voulais un scooter pour aller à la fac. Maman avait dit, on n'a pas les moyens, prends le bus, ça te forgera le caractère. 3 mois plus tard, Coralie, 15 ans, avait eu un scooter Vespa vintage parce que ses copines en avaient tout un et elle se sentait exclue. Mes 20 ans. J'avais travaillé tout l'été chez McDonald's pour payer mes frais de scolarité. Coralie avait passé l'été en camp de vacances équestres à 2000 € la semaine, payé par papa. J'avais toujours excusé ces injustices. Je me disais, c'est parce que je suis l'aînée. C'est parce que je suis forte.
Ils savent que je peux me débrouiller. Je prenais leur négligence pour un compliment déguisé sur ma résilience. Mais ce soir, la vérité m'apparaissait crue, sans filtre. Ce n'était pas un compliment. C'était du désamour. Ils aimaient Coralie. Ils me toléraient. J'étais l'assurance vie, la fille sérieuse qui s'occuperait d'eux quand ils seraient vieux, pendant que Coralie dilapiderait leur argent. J'étais le plan B. Soudain, un sanglot violent me secoua. Puis un autre. Je dus me garer sur la bande d'arrêt d'urgence, les feux de détresse clignotant dans la nuit orange et noire. Je frappai le volant de toutes mes forces. Je hurlai. Un cri primal, sauvage, qui sortait du plus profond de mes entrailles. Pourquoi ? Je pleurais jusqu'à ne plus avoir de larmes. Je pleurais pour la petite fille de 6 ans qui avait fait un dessin pour sa maman et qui l'avait retrouvé dans la poubelle. Je pleurais pour l'adolescente qui avait passé ses soirées à étudier seule pendant que sa famille regardait des films en bas. Je pleurais pour la femme de 28 ans qui tenait un porte-clés à 2 euros. Puis, le silence revint. Seul le tic-tac des warnings rythmait ma respiration. Je m'essuyais le visage avec ma manche. Je regardais mon visage dans le rétroviseur. Mes yeux étaient rouges, gonflés, mais il y avait quelque chose de nouveau dans mon regard. Une dureté. Une détermination froide. C'est fini, dis-je à haute voix. Sandrine, c'est fini. Tu ne seras plus jamais leur victime. Je remis le contact. Lyon n'était plus qu'à 1 heure de route. Lyon, ma ville. Mon territoire. Là où j'étais respectée. Là où j'étais libre. Je ne savais pas encore que le voyage vers la liberté allait prendre un tournant inattendu. Je pensais avoir laissé le drame derrière moi à Clermont-Ferrand. Mais en réalité, je fonçais droit vers une découverte qui allait transformer ce drame familial en une affaire criminelle. J'arrivais à Lyon vers 5h30 du matin. La ville s'éveillait doucement, les lumières se reflétant dans les eaux sombres du Rhône. Au lieu de rentrer dans mon petit appartement fonctionnel, je pris une décision impulsive. Une décision qui allait à l'encontre de toute mon éducation d'économie et de prudence. Je dirigeais ma voiture vers le Grand Hôtel Dieu. L'Intercontinental. Le palace de la ville. Je garai ma Peugeot poussiéreuse au milieu des berlines de luxe. Le valet me regarda avec un léger étonnement, vu mon état, yeux rouges, manteau froissé, mais il resta professionnel. À la réception, je demandai une suite. La suite avec vue sur le Rhône, s'il vous plaît. Pour 2 nuits. Bien sûr, madame. Cela fera 1200 €. Je sortis ma carte bancaire. Ma carte Gold reliée à mon compte personnel, remplie par mon travail acharné. Aucun problème. Quand j'entrai dans la chambre, le luxe me coupa le souffle. C'était immense, décoré avec un goût exquis, chaleureux. Le lit semblait être un nuage. La salle de bain était en marbre blanc. C'était l'opposé de la chambre d'amis glaciale chez mes parents, avec son matelas défoncé où je devais dormir. Je pris un bain moussant à 6h du matin. Je commandai le petit déjeuner en chambre, champagne, œufs brouillés à la truffe, viennoiserie. Je m'assis près de la fenêtre, enveloppé dans le peignoir moelleux de l'hôtel, une coupe de champagne à la main, regardant le lever du soleil sur le fleuve. Je pris mon téléphone. Il était en mode avion depuis mon départ. Je le désactivai. Immédiatement, il se mit à vibrer frénétiquement. Une avalanche de notifications. 47 appels manqués. 25 messages de maman. 12 messages de Coralie. 5 messages de papa. Je n'écoutais pas les messages vocaux tout de suite. Je voulais d'abord faire quelque chose. Je pris une photo de mes jambes étendues sur la méridienne, avec la coupe de champagne et la vue imprenable sur Lyon en arrière-plan. Je cadrais bien pour qu'on voie le logo de l'Intercontinental sur la serviette. Je la postais sur Facebook et Instagram avec cette légende simple. Le meilleur cadeau de Noël, c'est la paix. Et une vue à 600 € la nuit que je me suis offerte moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Santé à l'indépendance. Flûte à champagne, j'appuyais sur « Publier ». C'était ma déclaration de guerre. Ensuite, je lus les messages. Maman, 7h15, tu es où? Tu n'es pas dans ton lit. Maman, 7h20, c'est quoi ce porte-clés sur la table? Tu es sérieuse?
Maman, 7h45, tu as gâché le matin de Noël de ta sœur. Elle pleure parce que tu es partie sans dire au revoir. Tu es égoïste, méchante et ingrate. Reviens tout de suite t'excuser. Coralie, 9h, t'es sérieuse Sandrine? T'es jalouse à ce point? Maman est en train de faire une crise de nerfs. Tout ça pour une voiture. Grandis un peu. Pas un seul message ne disait « Est-ce que tu vas bien? Tu as roulé de nuit sous la neige, on s'inquiète. » Non. Tout tournait autour de leur image, de leur fête gâchée. Mon téléphone sonna à nouveau. C'était un numéro que je connaissais, mais qui m'appelait rarement. Tante Colette. La sœur de ma mère. La brebis galeuse de la famille, celle qui avait divorcé 3 fois et qui disait toujours tout ce que tout le monde pensait tout bas. Ma mère la détestait, mais moi, je l'aimais bien. Je décrochai. Allô, Tata? Sandrine. Bon sang, tu vas bien? J'ai vu ton post. Tu es à l'Intercontinental? C'est chic. Oui, je vais bien. J'avais besoin de prendre l'air. Écoute-moi, ma grande. Ta mère m'a appelée, elle hurlait comme une banshee. Elle raconte à toute la famille que tu as fait une crise d'hystérie parce que tu n'as pas eu de cadeau. Je ricanai amèrement. C'est sa version. La vérité, c'est qu'elle a offert une Porsche à Coralie et un porte-clés à 2 € à moi. Il y eut un silence au bout du fil. Un long silence. Une Porsche? Une Cayenne? Oui. Blanche. Neuve. Sandrine. Colette baissa la voix, comme si elle avait peur d'être entendue. Il y a quelque chose qui cloche. Je connais les finances de tes parents. Ton père a pris sa retraite l'année dernière, leur pension n'est pas énorme. Ils ont encore le crédit de la maison. Ils n'ont pas 130 000 € qui dorment sous un matelas. Mon cœur rata un battement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que pour acheter une voiture pareille, il faut du cash. Ou un crédit béton. Mais ta mère m'a dit l'autre jour au téléphone qu'elle allait à la banque pour débloquer des fonds familiaux. J'ai cru qu'elle parlait de vendre des bijoux de grand-mère. Mais Sandrine, est-ce que tu as vérifié tes comptes? Pas ton compte courant. L'autre. Celui de grand-mère. Je me figeai. Le sang quitta mon visage. Le compte héritage. Quand ma grand-mère maternelle est décédée il y a 5 ans, elle m'avait laissé une somme importante, environ 140 000 €, destinée à l'achat de ma future résidence principale. J'avais placé cet argent sur un compte d'épargne bloqué. Mais comme j'étais souvent occupée, et que je faisais confiance à ma famille aveuglément, j'avais laissé une procuration à ma mère au cas où, pour gérer les papiers administratifs si jamais il m'arrivait quelque chose. Non, murmurai-je. Elle n'oserait pas. C'est du vol. Vérifie, Sandrine. Tout de suite. Je raccrochai, les mains tremblantes. J'ouvris mon ordinateur portable. La connexion Wi-Fi de l'hôtel semblait soudainement trop lente. Chaque seconde était une torture. Je tapais mes identifiants bancaires. La page se chargea. Je cliquai sur Compte épargne logement, héritage. Le sol se déroba sous mes pieds. Le chiffre s'affichait en rouge sur l'écran Retina de mon ordinateur. Solde, 15,40 €. Je clignai des yeux. Je rafraîchis la page. Peut-être était-ce une erreur d'affichage? Un bug? Non. Le solde restait obstinément à 15,40 €. Je cliquai sur Historique des opérations. Une seule ligne, datée du 20 décembre. Soit 5 jours avant Noël. Virement sortant, destinataire, garage Porsche Centre Clermont, montant, 135 450 €. Libellé, achat véhicule, cadeau. Je sentis la bile remonter dans ma gorge. Je courus vers la salle de bain en marbre et vomis mon petit déjeuner de luxe. Accoudé au lavabo, regardant mon visage pâle dans le miroir, je réalisai l'ampleur de l'horreur. Ce n'était pas seulement du favoritisme. Ce n'était pas juste une mère qui préférait une fille à l'autre. C'était un vol. Une trahison financière majeure. Elle avait vidé mon compte, l'argent que ma grand-mère m'avait laissé personnellement, car elle savait que je serais la seule à l'utiliser intelligemment,
pour acheter un jouet de luxe à ma sœur. Elle m'avait volé 135 000 € pour m'offrir un porte-clés à 2 €, et elle avait eu l'audace, le culot monstrueux de me dire « c'est juste. Faire is faire ». Elle m'avait offert ma propre ruine en me demandant de dire merci. Je retournai à l'ordinateur. Je téléchargeai l'avis d'opération. Il y avait un document joint, l'ordre de virement scanné. Je zoomai sur la signature en bas de la page. Il y avait écrit « Sandrine Bernard ». Mais ce n'était pas mon écriture. C'était une imitation maladroite, tremblotante. C'était l'écriture de ma mère essayant de copier la mienne. Faux et usage de faux. Abus de confiance. Vol intrafamilial. Les termes juridiques dansaient dans ma tête. En tant qu'expert comptable, je connaissais la loi. Je savais que porter plainte contre ses parents est complexe en France, immunité familiale pour le vol simple, mais pour le faux en écriture et l'usage de chèques ou virements falsifiés, c'est du pénal. C'est de la prison. Ma tristesse s'évapora instantanément. La petite fille blessée qui pleurait sur l'autoroute avait disparu. À sa place, il y avait l'experte comptable froide, procédurière et impitoyable. Il voulait jouer avec l'argent ? Très bien. L'argent, c'est mon domaine. C'est mon terrain de jeu. Et il venait de déclarer la guerre à la mauvaise personne. Je pris mon téléphone. Je ne rappelais pas ma mère. J'appelais Maître Lemaire, un ami de fac devenu avocat pénaliste à Lyon. Pierre ? C'est Sandrine. Désolé de te déranger un jour férié. J'ai une urgence. Une grosse. Ma mère a vidé mon compte héritage en imitant ma signature pour acheter une Porsche. J'ai besoin que tu prépares une mise en demeure et un dépôt de plainte. Oui, maintenant. 1 heure plus tard, j'avais un plan. Je savais qu'ils allaient venir. Ma mère avait vu ma localisation sur Instagram. Elle ne supporterait pas que je sois dans un palace pendant qu'elle stressait à la maison. Elle viendrait pour me faire une scène, pour me ramener de force dans le rang. Et en effet, vers 14 heures, le téléphone de ma chambre sonna. Madame, dit le réceptionniste d'une voix gênée. Il y a votre famille en bas. Votre mère est très agitée. Elle exige de monter. Nous lui avons dit que c'était impossible sans votre accord, mais elle commence à faire un scandale dans le hall. J'arrive, dis-je calmement. Dites-lui de s'asseoir. Et appelez la sécurité pour qu'il reste à proximité, discrètement. Je m'habillai. Je mis ma tenue de travail la plus stricte que j'avais dans ma valise, un tailleur pantalon noir, des talons hauts. Je attachai mes cheveux en un chignon serré. Je me maquillai parfaitement. Je n'allais pas descendre en tant que leur fille. J'allais descendre en tant que leur auditrice. Je pris le dossier contenant les impressions de mes relevés bancaires et les documents que Pierre m'avait envoyés par mail. Je me regardai une dernière fois dans le miroir. Faire is faire, maman. Tu voulais la justice ? Tu vas la voir. Je pris l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent sur le hall majestueux de l'Intercontinental. Je les vis tout de suite. Ma mère, faisant les 100 pas, rouge de colère. Coralie, assise dans un fauteuil, l'air ennuyé, pianotant sur son téléphone. Mon père, debout à côté d'une plante verte, semblant vouloir disparaître dedans. Je m'avançai vers eux. Le bruit de mes talons claquait sur le marbre comme des coups de feu. Le spectacle final allait commencer. Quand ma mère m'aperçut, elle fonça sur moi comme un taureau dans l'arène. Ah ! Te voilà enfin. Tu n'as pas honte ? Se cacher dans un hôtel de luxe pendant que ta famille se ronge les sangs ? Tu sais combien coûte une nuit ici ? C'est indécent. Tu dépenses ton argent n'importe comment alors que ta sœur a besoin d'aide pour l'assurance de sa voiture. Des têtes se tournèrent vers nous. Des touristes, des hommes d'affaires. Ma mère s'en fichait. Elle était dans sa bulle de justicière maternelle. Je restai calme, immobile. J'attendis qu'elle reprenne son souffle. Bonjour maman. Bonjour papa. Coralie. Ne me dis pas bonjour. Cria-t-elle. Tu rentres avec nous tout de suite. Tu vas t'excuser auprès de ta sœur pour ton comportement d'hier soir. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu as fait ce post ridicule sur Facebook. Tante Colette m'a appelé pour me demander si on t'avait déshérité. Tu nous fais passer pour quoi ?
Pour des voleurs, dis-je. Le mot tomba comme un coup près. Ma voix n'était pas forte, mais elle était glaciale. Ma mère s'arrêta net. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je vous faisais passer pour ce que vous êtes. Des voleurs. Je me dirigeai vers une table basse au centre du coin salon et j'y posai mon dossier. Asseyez-vous. Maintenant. Il y avait tellement d'autorité dans ma voix que, pour la première fois de sa vie, ma mère obéit. Elle s'assit, l'air interloqué. J'ouvris le dossier. Je sortis la feuille imprimée avec le virement surligné en jaune fluo. Je la posai devant elle. Peux-tu m'expliquer ceci, maman? Elle regarda la feuille. Je vis ses pupilles se dilater. Sa peau, rouge de colère il y a une seconde, devint cireuse. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un virement de 135 450 € depuis MON Compte Héritage vers le centre Porsche. Daté du 20 décembre. Avec une signature qui prétend être la mienne mais qui est clairement la tienne. Coralie se pencha, curieuse. Attends. Quoi? Maman, tu as dit que c'était l'argent d'un placement de papa qui avait fructifié. Ou un loto, je ne sais plus. Tu as pris l'argent de Sandrine? C'est l'argent de la famille. Bafouilla ma mère, essayant de reprendre contenance. Grand-mère l'a laissé pour nous tous. J'ai juste fait un emprunt. Je te l'aurais rendu. Un emprunt? Sans me demander? En imitant ma signature? C'est un crime, maman. Ça s'appelle faux et usage de faux. C'est puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Sans parler du vol. Mon père émit un petit bruit étranglé. Martine. Tu m'avais dit que Sandrine était d'accord. Tu m'as dit qu'elle voulait faire une surprise à sa sœur. Je regardais mon père. Tu as cru ça, papa? Tu as cru que j'allais donner tout mon héritage pour acheter une voiture à Coralie alors que j'ai eu des chaussettes? Vraiment? Il baissa la tête, écrasé par la honte. Ma mère se redressa, tentant une dernière manœuvre de manipulation. Oh, arrête tes grands mots. Prison, n'importe quoi. Tu ne vas pas envoyer ta propre mère en prison pour de l'argent. Tu en as plein de l'argent. Ta sœur avait besoin de cette voiture pour se sentir bien, pour exister. Tu es tellement égoïste, Sandrine. Tu ne penses qu'à tes chiffres, à tes comptes. Où est ton cœur? Je la regardai droit dans les yeux. Je cherchais une once de regret. Il n'y en avait pas. Juste de la peur pour elle-même et de la rancœur contre moi. Mon cœur est là où tu l'as laissé, maman. Sur la table du salon, avec un porte-clés à 2 €. Je sortis un autre document. Voici un projet de plainte, rédigé par mon avocat ce matin. Il est prêt à être déposé au procureur de la République. Coralie commença à pleurer. Mais, et ma voiture? Ils vont me prendre ma voiture? Je me tournai vers ma sœur. Coralie, cette voiture n'a jamais été à toi. Elle a été payée avec mon argent. Tu conduis mon héritage. Mais j'ai déjà posté les photos. Tout le monde l'a vu. Je vais avoir l'air de quoi si je ne l'ai plus? C'était sa seule préoccupation. Pas le fait que sa mère ait commis un crime. Pas le fait que sa sœur ait été dépouillée. Juste son image sur Instagram. Je revins vers ma mère. Voici mes conditions. Vous avez 48 heures. Pas une minute de plus. Vous restituez l'intégralité de la somme, 135 450 € sur mon compte. Si l'argent n'est pas là mardi matin à 9 h, maître le maire dépose la plainte. Je ne veux plus jamais vous voir. Ni toi, ni Coralie. Mais on n'a pas cet argent. Cria ma mère. On a tout mis dans la voiture. Alors vendez la voiture. Vendez tes bijoux. Vendez la maison de campagne. Débrouillez-vous. C'est votre problème. Sandrine, ma fille, je ne suis plus ta fille. Je suis ta créancière. Je me levai. Je ramassai mon dossier. Sortez de mon hôtel. Maintenant. Ou j'appelle la sécurité pour vous faire expulser pour tapage. Je les regardai partir. Ma mère pleurait,
soutenue par mon père qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Coralie traînait les pieds, regardant son téléphone comme si la réponse à ses problèmes allait apparaître sur TikTok. Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent sur eux, je m'autorisai enfin à trembler. Je m'assis dans le fauteuil et je commandai un autre verre de champagne. C'était le goût de la victoire, mais il avait un arrière-goût amer de cendre. Nous approchons de la fin de cette histoire. Si vous avez déjà ressenti cette satisfaction douloureuse de tenir tête à quelqu'un qui vous a fait du mal, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Montrez-moi que la justice existe, même si elle fait mal. Les 48 heures suivantes furent un silence radio total. Je restais à l'hôtel, travaillant à distance, surveillant mon compte bancaire comme un faucon. Le mardi matin, à 8h55, mon téléphone vibra. Une notification de la banque. Virement entrant, 135 450 €. Libellé, remboursement. J'expirai un long soupir que je ne savais pas avoir retenu. Il l'avait fait. Je ne savais pas comment, mais il l'avait fait. J'appris plus tard, par tante Colette, ma fidèle espionne, les détails de la débâcle. Ce fut un carnage financier. Ils avaient essayé de rendre la Porsche au concessionnaire. Mais une voiture neuve, une fois immatriculée et sortie du garage, perd instantanément de la valeur. Le garage l'avait reprise, mais avec une décote de 20%. Ils avaient perdu près de 30 000 € rien que sur la voiture. Pour combler le trou et me rembourser l'intégralité, mon père avait dû faire l'impensable. Il avait vendu en urgence un terrain constructible qu'il tenait de son propre père, un terrain qu'il gardait précieusement pour ses vieux jours. Il avait bradé à un promoteur immobilier pour avoir du cash immédiatement. Ma mère avait dû vendre la plupart de ses bijoux de marque et ses sacs de luxe dans un dépôt-vente. L'image de la « famille parfaite » était en ruine. Le pire pour Coralie ne fut pas de perdre la voiture. Ce fut l'humiliation sociale. Elle avait du poster une story vague expliquant qu'elle rendait la voiture car elle ne correspondait pas à son énergie éthique. Personne n'y a cru. Les rumeurs ont circulé dans la petite ville de Clermont-Ferrand. On disait que les Bernard étaient ruinés, qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Quant à moi, j'étais devenu le mouton noir officiel. Ma mère racontait à qui voulait l'entendre que j'étais une manipulatrice sans cœur qui avait ruiné ses parents par pure jalousie. Mais peu de gens la croyaient encore. Tante Colette avait fait circuler la vérité sous le manteau, Martine a piqué dans la caisse de sa fille, et elle s'est fait attraper. 3 mois plus tard, je reçus une lettre. Une vraie lettre papier, écrite de la main de mon père. Pas de ma mère. Elle était trop orgueilleuse pour ça. La lettre disait: Sandrine, je sais que les mots ne suffiront pas. J'ai été faible. J'ai laissé ta mère diriger cette famille selon ses caprices et j'ai sacrifié ton bonheur pour avoir la paix. Je t'ai vu souffrir en silence pendant des années et j'ai détourné le regard. Le vol de ton héritage a été mon réveil. J'aurais dû t'arrêter ce soir-là. J'aurais dû te défendre. Je ne te demande pas de nous pardonner. Je veux juste que tu saches que je suis fière de toi. Tu es la seule de nous tous qui a réussi par elle-même. Tu es la femme forte que je n'ai pas su être en tant qu'homme. J'espère qu'un jour, tu accepteras de prendre un café avec moi. Juste nous deux. Sans ta mère. Papa. J'ai plié la lettre. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, dans 1 an ou 2, je répondrai. Mais pas tout de suite. La plaie est encore trop vive. Nous sommes maintenant 6 mois après ce fameux Noël. Ma vie a changé, mais pas comme je l'aurais imaginé. Je ne suis pas devenue amère. Au contraire, je me sens plus légère. J'ai utilisé une partie de l'argent récupéré, et les intérêts que j'avais mentalement ajoutés, pour acheter un nouvel appartement à Lyon, plus grand, avec une terrasse. J'ai aussi investi dans un voyage. Je pars au Japon le mois prochain, un rêve que je repoussais toujours pour économiser. Je n'ai plus de contact avec ma mère ni Coralie. Je les ai bloqués partout. C'est ce qu'on appelle le « no contact ». Au début, c'était dur. La culpabilité me rongeait parfois. Est-ce que j'ai été trop dure? C'est quand même ma mère. Puis je regardais la photo du porte-clés à 2 € que j'avais gardé dans mon téléphone. Et je me rappelais, faire is faire. Non, je n'ai pas été trop dure. J'ai été juste. J'ai protégé l'enfant en moi que personne n'avait protégé.
D'après les dernières nouvelles, Coralie a dû prendre un vrai travail. Elle est vendeuse à mi-temps dans une boutique de vêtements. Elle ne roule plus en Porsche, elle prend le bus. Il paraît que ça lui fait du bien, ça lui apprend la valeur de l'argent. Quant à ma mère, elle a vieilli. Ses amis se sont éloignés, las de ses plaintes incessantes. Elle est seule dans sa grande maison, avec ses rideaux de velours et ses apparences qui ne trompent plus personne. Hier, en faisant du tri dans mes affaires pour mon déménagement, j'ai retrouvé un vieux porte-clés au fond d'un sac. Pas celui de Noël. Un autre, un vieux truc publicitaire. Je l'ai regardé et j'ai souri. J'ai réalisé que ce Noël-là, ma mère m'avait fait, sans le vouloir, le plus beau cadeau de ma vie. En me donnant ce bout de plastique minable et en volant mon argent, elle m'avait donné la permission de partir. Elle avait coupé le dernier lien invisible qui me retenait à eux, l'espoir d'être aimée. En tuant cet espoir, elle m'a rendu libre. Et la liberté, mes amis, ça vaut bien plus qu'une Porsche à 130 000 euros. Alors, si vous vous sentez piégé dans une famille qui ne vous voit pas, qui vous utilise, qui vous diminue, regardez votre porte-clés. Regardez le signe qui vous dit que vous méritez mieux. Et ayez le courage de poser ce fardeau, de tourner les talons et de marcher vers votre propre lumière. Parce que vous êtes la seule personne qui peut vous sauver. Merci d'avoir écouté mon histoire. C'était difficile de la raconter, mais ça m'a fait du bien. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, s'il vous plaît, partagez votre expérience dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de résilience et de justice. Et n'oubliez pas, votre valeur ne dépend pas des cadeaux que vous recevez, mais du respect que vous vous accordez. À bientôt. Well, that's fine, I'm on. Oh, someone just got kidnapped off the map. Deadpool dead. Oh shit! Thank you for the heals. This is a DPS. Where are you? This is a tank? How is this a tank? You have to upgrade his moves. He's everything. No, man, like, I'm playing tank Deadpool. I'm like, how is this a tank? Because you have to upgrade his tank abilities. Okay, I don't think you're understanding what I'm saying. Yes. Clearly you don't. Know what I'm saying. No, I do. No, you don't. No, trust me, you don't know what I'm saying. Yeah, I'm saying, how is this a tank? And I'm telling you Way too how much it's a tank. Alright, so true then. Oh. So is Deadpool just like permabanned and ranked? Have you played ranked Wait, in the season? I think I'm asking. The only version of him that's banned frequently is the support version. How's a tank win that versus? You're doing way too much damage. This is insane. Uh-oh. Guarantee you Jeff is about to ult. Or not. Liar. Can't believe you just lied to us like that. I did lie to you like that, I'm so sorry. Lightning, what are you I doing? see why Missy Nova is not playing with you. Because that's my thing for when I need heals. Oh, whoa. I need a heal. I see why Misty Nova is not playing with you now. And then if you heal me, you get this thank you. Fill me up. Thank you. But if I heal you before you ask to heal, like most of the time. Sorry. I'll say thank you, I'll say thank you. Oh my god. Oh my god. Why did everyone use their ults? Yeah, but there's another round. I used my ult and then everyone else just started using it. Oh, thank you, thank you. Yeah. Yeah. Love the thank you. Oh shit, I'm dead.
Man just turned into a panther and killed me. Why are they not dying? I know. Overtime. So close. Overtime. The tank's down. Why is it so loud? I'm losing my mind. What is happening? It's so loud. Oh my god. Am I the only one I was saying right about to rip my ult. I was losing my mind. I'm about to lose my mind up in here. Let's say. I'm sorry. I'm sorry, guys. I'm sorry. It's because I beat her whenever she goes out of plays. I'm lying. Oh, see, Misty does that with me as well. Yeah. I understand. You just randomly sing and then she just beats you. 30 seconds before you attack. No, Yeah. That's why I sing see on it. purpose. When she's not here. Wait. Wait. What? What? Huh? Let's play the game, Come guys. again? Again? Wait. Huh? What? Hold up, guys. Wait. Calm down. I'm going crazy. What are you guys saying? Please. Come down. What is happening? 2, Come high. Tommy, you'll learn when you're older. got it? Come too slow. You're about to find out. Hee you're about to find out. What the fuck is that? I know what a bag is. I'm back. I know what a bag is. Back. Yeah. Oh my god. It's kind Let's of. go. Yours to capture now. That's why he's the GOAT.